C'est une des promesses de Donald Trump. Quand il disait « je vais assainir le marais », vous pensiez que c'était quoi? Assainir le marais, il fait référence à McCarthy, à la chasse aux sorcières, là, anticommuniste aussi. C'est l'infiltration dont parlait JFK. C'est ça, l'assainissement. Il me semble que c'est ça que j'ai compris, puis c'est ça que j'ai expliqué à Radio-Québec. Vous ne m'avez pas donné de réponse sur le... OK, le son et l'image. L'assainissement du marais, c'est la fin de la corruption, mais c'est aussi, il y a un volet administratif, c'est la fin de la corruption, des dépenses, etc. Mais il y a aussi un volet, et puis ça a toujours été ça, hein, un volet politique où est-ce qu'il vient accomplir la pensée de JFK, où on se débarrasse des gens qui ont des mondialistes, ceux qui ont pris le contrôle des institutions américaines, et ça fait longtemps que c'est comme ça. Et donc, ça va dans le sens de son démantèlement de l'USAID et de la CIA. Il a commencé avec les départs à la retraite. Et là, les documents de JFK donnent encore de l'eau au moulin au fait de démanteler la CIA. Et c'est ce que Mike Flynn demande. J'ai tout expliqué ça, en fait, dans Trump 101, la genèse. C'était il y a presque un an, il y a 9 mois, l'été dernier, mois de juin dernier, je pense. Où est-ce que vous pouvez... Et donc, il y a aussi, par exemple, toute cette infiltration, ben c'est ça, c'est ce qui est en train de défaire, c'est ce qui était dénoncé par JFK, McCarthy, etc., et l'infiltration du gouvernement américain par les mondialistes. Il y a eu cette espèce de transition entre... au début, c'était comme du communisme, du socialisme, la subversion des valeurs... Vous voyez, comme Mike Flynn ici a publié ça ici, il y a comme, je pense que c'est hier ou avant-hier. Je veux que tout le monde lise ce message. C'était de Nikita Khrouchtchev qui disait que les Américains sont vraiment naïfs, mais ils n'accepteront pas le communisme dur comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir en premier contrôler les institutions, passer par une phase douce de socialisme jusqu'à temps qu'un jour il se réveille et qu'il soit dans le communisme. Hein? Donc, nous allons affaiblir votre économie, etc. Éventuellement, le fruit mûr va tomber dans nos mains. Et ce que Trump est en train de faire, c'est le contraire de ça, ce qui avait été annoncé par Khrouchtchev à travers la prise de contrôle des institutions, l'infiltration du Parti communiste, qui a été, je me répète là, qui a été l'objet de la chasse aux sorcières de McCarthy, mais qui a été dénoncé par la suite par Kennedy. On a cru pendant un certain temps avec Reagan que le communisme avait été vaincu, mais les institutions étaient toujours corrompues. Et là, Trump arrive et, avec Musk, fait le ménage là-dedans et coupe. Et ça a été aussi dénoncé. C'est une opération de sécurité nationale parce qu'avec l'arrivée de Barack Obama à la présidence, c'était l'ensemble du gouvernement, ce que j'ai expliqué, là, c'est-à-dire on est parti très, très bas, et finalement, c'est l'ensemble du gouvernement jusqu'à la branche exécutive qui a été prise en otage, prise de contrôle, qui est tombée sous le contrôle des mondialistes avec Barack Obama. Et c'est pour ça que l'ensemble de l'action du président Trump cible Barack Obama et qu'il va y avoir, comme le demande Mike Flynn, encore une fois, dans à peu près tous ses messages récemment, il va y avoir accountability, c'est-à-dire les gens vont devoir payer. Vous voyez ici, ça c'était encore une fois le 21 mars, il y a 2 jours. I think the word we hear more often now is accountability. Hein, c'est-à-dire l'imputabilité. Les gens qui ont commis des crimes vont devoir payer. Ça fait depuis que l'élection de Donald Trump qui martèle le même clou, que les gens vont devoir payer. Si on était dans une logique où Trump a été élu et là, il faut tourner la page et on n'est pas du tout là-dedans, là. Flynn n'est pas là-dedans, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des étapes avant que les choses se placent. Tu veux assainir le marais. Qui résiste au président Trump, là, présentement? Qui a la capacité de mettre des bâtons dans les roues du président Trump? C'est le pouvoir législatif, administratif, l'État profond au sens de la bureaucratie, les juges, on le voit avec les juges là, qui mettent des bâtons dans les roues, etc. Et donc, qu'est-ce que Trump fait? C'est qu'il réduit les irritants potentiels. Mais il n'y a aucun abandon de la volonté d'aller au bout des choses et d'écrouer Barack Obama. Aucunement. C'est juste tu peux pas. Là, on est dans une logique à l'international, on essaie de régler les conflits, on essaie d'arriver à la paix. Ça, c'est l'agenda America First. Hein? Donc, America First, on essaie d'avoir une paix, de créer un État palestinien.
Il y a les négociations qui sont en cours pour l'Ukraine. Ici, on apprenait hier qu'il y a justement des discussions qui sont en cours pour la division territoriale de l'Ukraine, etc. Donc, il y a ça qui doit être réglé en premier. Et quand tu as réglé, il a fait ça durant son premier mandat, c'est-à-dire que une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il est parti à l'étranger, puis il a éteint les feux. Il est allé en Arabie Saoudite, il a dit, vous allez arrêter de financer le djihadisme, etc. Et donc, tu apaises la situation internationale. À l'intérieur, tu te débarrasses de ceux qui pourrait poser une menace. On le savait, hein, dans son premier mandat, il y avait la moitié du Parti républicain qui était prêt à lui planter un couteau dans le dos. Il s'est débarrassé de ces gens-là. C'est ce que tu dois faire politiquement si tu veux avoir une action efficace. On s'entend, il y a une séquence. Si vous y réfléchissez, les gens sont là. Oh, tu donnes toujours des excuses, Alexis. Non. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Puis pensez. Là, maintenant, là, ça fait longtemps, le premier mandat, là, est-ce que c'était possible, sachant qu'il était sous enquête pour collusion avec la Russie, et puis il y avait tous les médias contre lui et la moitié du parti qui était prêt à le trahir, est-ce que c'était réellement le moment? Pensez-y. Is the stage set, comme disait Q, là? Est-ce que tout a été mis en place pour le coup final? Ou non, on le sait maintenant, ça ne sert à rien de dire le contraire. Mais là c'est exactement. Sauf que là, ça avance à vitesse grand V. Et donc, tout ça pour dire que est en train c'est ça. Donc, agenda America First, là, il est en train d'assainir le marais. Il réduit les irritants potentiels face à ceux qui pourraient lui résister. Mais l'objectif, ça a toujours été, encore une fois, un objectif de sécurité nationale. Je l'ai toujours dit à Radio-Québec. Et c'est souvent, je reçois des courriels des fois des gens qui disent, des gens très sensibles, qui disent, oui, mais comment peux-tu justifier la sécurité nationale? Et puis, c'est toujours la perspective de Radio-Québec. On essaie d'avoir une vision synoptique des choses. On a expliqué, c'était collé sur les événements, puis la personne, par exemple, l'employé qui a perdu sa job, et puis l'employé je sais pas, du département de l'énergie ou de n'importe quoi, sport US, qui a perdu sa job, finalement, il y avait un problème d'alcool, il s'est suicidé, mais là, tu dis, tu peux rien faire. Si tu restes au niveau local, je l'ai expliqué, la théorie des paliers, là. Regarde, là, Robert Walton, tu l'as renvoyé, Musk l'a renvoyé. Il y en a sûrement des drames comme ça, là. Il l'a renvoyé. Pourtant, il faisait un bon travail. Il a perdu sa job, sa femme l'a laissé, il a commencé à boire, il s'est tiré une balle. Pire encore, il a peut-être fait pire encore, je ne veux même pas le nommer. Mais si on reste au niveau local comme ça, on n'est jamais capable de rien faire. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire à Radio-Québec. Il faut toujours s'élever, prendre de la hauteur pour comprendre les choses. Il faut aussi prendre donc, il faut avoir une vision synoptique, mais aussi dans la profondeur avec une vision historique. Et quand on comprend que Trump accomplit McCarthy, à travers la subversion des institutions, etc., puis qu'on était rendu à un niveau de subversion totale avec l'arrivée de Barack Obama et que c'est une opération, je l'ai expliqué tout ça encore dans Trump 101, toute l'arrivée de Barack Obama, menace à la sécurité nationale, aux institutions, à la Constitution des États-Unis, enemies, foreign and domestic. Là, on comprend qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le Doge et les coupes, etc., et pourquoi Elon Musk était nécessaire. Un autre qui a parlé de ça, c'est Larry McDonald. C'est un type intéressant, ça, Larry McDonald. Ça, encore une fois, en termes de référence historique, Larry McDonald, qui était un congressiste américain, qui était membre aussi de la John Birch Society. John Birch, c'est le premier citoyen américain qui est décédé lors de la guerre froide. Il a été abattu par les communistes en Chine. Il était un bénévole, un missionnaire chrétien, je pense, en Chine, et il s'est fait abattre par les communistes chinois. Et il y a une société qui a pris son nom pour combattre le communisme. Larry McDonald était un membre de la John Birch Society et a expliqué, c'était à l'époque où on pouvait encore critiquer les mondialistes et dire, il disait ce que tout le monde savait, c'est-à-dire que le Council on Foreign Relations, la commission trilatérale, etc., des éléments de la CIA et tout ça, sont en train de subvertir la souveraineté nationale des États-Unis, la souveraineté des États-Unis, et veulent un gouvernement mondial. Il l'expliquait, et finalement, Larry McDonald il était un des plus vocaux, il allait à la télévision, et puis il était un peu comme McCarthy. Et finalement, son avion a été abattu. Korean Airlines Flight 007, c'est l'avion qui a été abattu en 1983, ou je ne me rappelle plus, là, c'est-tu 83? Oui, c'est en 83, alors qu'il
Il s'en allait en Corée. Il partait de l'Alaska, s'en allait en Corée et il a été abattu par des chasseurs russes. Les Russes ont dit que c'était un avion espion. Mais finalement, ce qui traverse encore une fois tous les discours de tous ces penseurs-là, du McCarthyisme, la chasse aux communistes, de McCarthy, de lui, Larry McDonald, de JFK, qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils disent tous que J.D. Vance et Trump ont dit, c'est-à-dire que l'ennemi est intérieur. Que l'ennemi est intérieur. Voyez-vous on a comme un super bel arc historique de la pensée américaine et ce que Trump fait, c'est qu'il accomplit ce qui a été impossible à faire auparavant. Il accomplit l'impossible. Parce qu'on a maintenant les outils, on peut se débarrasser de la fonction publique avec les AI et tout ça, de l'intelligence artificielle. Et donc, il se débarrasse, parce que le communisme, le socialisme a besoin d'un léviathan, un gigantesque État qui contrôle tout, je l'ai déjà expliqué 1000 fois, du berceau jusqu'au cercueil, qui vous taxe jusqu'à temps que vous ne soyez plus capable de rien faire, que vous n'ayez plus nécessairement votre argent. Au Canada, on n'a plus notre argent, les gens fuient le Canada, hein, c'est devenu... le gouvernement prend, surtout au Québec, et ça a été utilisé justement lors d'un point de presse, là, mais j'aurais dû l'avoir là, lors d'un point de presse, un point de presse de la Maison-Blanche par la porte-parole. Elle a dit, regardez le Québec, dans la Maison-Blanche, dans la salle de presse, elle a dit, regardez le Québec, ils sont taxés à 53 %. Puis ça, imagine ça, on est taxé à 53 %. Puis ça, c'est sans compter tous les trucs, genre les taxes municipales, parce que les taxes municipales, elle n'a pas compté les taxes municipales. Les taxes municipales, ce que tu dois payer au gouvernement pour juste avoir une plaque sur ta voiture, ton permis de conduire, finalement, et c'est ça le communisme. Le communisme, c'est le gouvernement qui capte toujours plus, voire la totalité de ton revenu, puis qui te donne les services auxquels tu as droit selon lui. Okay? Genre, puis c'est souvent des services de merde, comme au Québec, puis comme ailleurs, comme en URSS dans les années 80. Okay? Donc, c'est ça le communisme, c'est ça qu'ils sont en train de régler aux États-Unis. Ils s'attaquent donc à l'ennemi intérieur. Okay? Et là, je vais vous faire écouter, je ne sais pas, j'ai une affection particulière pour ce Larry McDonald. J'ai déjà montré le clip dans un des web-journaux de Radio-Québec. Et voilà, il n'est pas traduit, mais je le mettrai sur Telegram. Je vais le traduire. C'est un clip de 1 minute et quelques. Où est-ce qu'il explique? Le présentateur lui dit, vous parlez d'un gouvernement mondial, vous dites qu'il y a des Américains qui sont coupables de trahison, qui essaient d'amoindrir la souveraineté des États-Unis et transférer les pouvoirs vers un gouvernement mondial, etc. Puis lui, il dit, ouais, il parle, c'est ça, ce que j'ai expliqué depuis longtemps à Radio-Québec, le Council on Foreign Relations, la commission trilatérale. Et là, il dit même le FMI, il dit le rôle du FMI, c'est de faciliter ça. De faciliter de mettre du beurre, de la transition, ou de la vaseline, c'est au choix. Je vous montre le clip de Larry McDonald. The John Birch Society considers communism only one arm of a master conspiracy in which socialist American insiders are plotting to establish world government. Donc, le communisme n'est qu'une branche d'une conspiration mondiale visant à établir un gouvernement mondial. C'est ce que vous affirmez avec la John Birch Society. Saying that former Secretary of State Alexander Haig and CIA Director William Casey are two of these il parle d'un ancien directeur de la CIA, un admiral, etc. Il nomme des noms, là. Conspirators who are plotting to establish world government. Well, Tom, I'm sure being a long-standing member of the Rockefeller apparatus, and as a member of the Council on Foreign Relations of longstanding, you're fully aware that there is an elitist core in this country that has seen value in subsidizing communism, or protecting communism. Donc, il y a des élites aux États-Unis, puis là, il dit, c'est prouvable, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus qui montrent, il y a des élites aux États-Unis qui ont favorisé, qui ont financé le communisme et favoriser son émergence, même aux États-Unis. On pourrait parler, entre autres, du livre d'Anthony Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution, ou le livre de Carol Quigley, qui va nommer un petit peu plus tard dans l'entrevue Tragedy and Hope, dont j'ai parlé à Radio-Québec, qui explique exactement tout ça, que l'objectif, c'est de faire des États-Unis, de passer par une phase de socialisme, détruire la liberté individuelle et le capitalisme et d'arriver à travers le socialisme à une phase finale où les États-Unis cèdent leur souveraineté et on arrive au socialisme mondial. Sure. You're accusing me of subsidizing communism? No, I'm saying because I happen to belong to a there is an elite core. study group? No, wait a minute.
there is an elite corps in this country that has dominated American society. Well, I'm not one of Well, them. let me Trilateral Commission. The Trilateral Commission, Council on Foreign Relations. State Here's a Department, I group- suppose? Well, let's face it, they've dominated the State Department for 40 years. And Ils ont dominé le département d'État depuis 40 ans. Ça, c'était depuis donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le département d'État, c'est la CIA, c'est la politique étrangère. Et là, vous voyez les liens entre... ben c'est ça, les liens entre la politique étrangère, la CIA, le communisme mondial, etc. pretty much openly All right, so. but what are they trying to do? Well, Congressman their Mandel? objective is to try to bring about a gradual transition in our society, a dissolving of sovereignty, and Une transition graduelle de notre société, la dissolution de la souveraineté nationale. C'est pas ça qu'on est en train de voir partout avec toutes les hosties de traités qui nous font signer, ou est-ce qu'on est, le traité sur l'immigration de Marrakech, le pacte de Marrakech et tout ça. Cession de la souveraineté, le pacte de l'OMS pour les pandémies. Cession sans cesse, une après l'autre, de la souveraineté nationale. Ils disent pas que c'est du communisme, mais c'est ça finalement. moving steadily to the left on the political spectrum. Et le fait de déplacer constamment, moving to the left on the political spectrum, c'est-à-dire déplacer ce que j'ai appelé la fenêtre d'Overton, moving sur le spectre politique, déplacer l'opinion publique toujours plus à gauche. Il explique tout ça. Il y a 40 ans, le sénateur Larry McDonald explique tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. The belief, the elitist groups that I mentioned, particularly key individuals and policymakers in the Is Council the on Foreign International Relations. Monetary Fund part of this? Well, I would say the International Monetary Fund has certainly been set up for the purpose of facilitating that transfer of sovereignty and transfer of wealth on the All road right, we to elected subsidy. Donc, le Fonds monétaire international a été justement mis sur pied pour faciliter la transition politique et le transfert aussi de richesses, parce que c'est ça, rappelez-vous, la COVID, c'était ça, on écrasait les petites et moyennes entreprises au profit des gros conglomérats, Costco, Walmart, Amazon, etc. To Let me conservative. just finish the point, because otherwise we're going to have a lot of unanswered questions. That you are looking at a group that has worked to bring about a dissolution of national sovereignties on the road to world government. And certainly you're familiar with local professor Carroll Quigley, who has been part of your club, in which he admitted all this. And he said, Là, il parle de Carroll Quigley, dont j'ai parlé dans d'autres web-journaux. Il dit il faisait partie de vos clubs, le professeur Carroll Quigley faisait partie de vos clubs sélects, de vos cénacles. Et il a écrit un livre, Tragedy and Hope, où tout ça est expliqué. Carroll Quigley a eu accès aux archives de cette organisation visant à abolir la souveraineté nationale et d'arriver vers un gouvernement mondial. Carroll Quigley a eu accès aux archives et il dit qu'il a publié un livre démontrant tout ça. Il y a toute une histoire avec ce livre-là. On a tenté d'empêcher la publication. Et Carroll Quigley dit la seule chose avec laquelle j'étais pas d'accord, c'est qu'on garde le secret et qu'on n'explique pas à la population pourquoi on est en train de faire ça. Que ça se fasse de façon clandestine. C'était le seul point d'achoppement. Carroll Quigley était d'accord avec la finalité du projet, mais il pensait que c'était pas bien de ne pas le dire à la population. in his book, Tragedy and Hope, the only thing I disagree is that we've worked to keep it a secret. He said that the objective, the secret policy, which we can't tell the American public because they're not sophisticated enough to see the value, is that through a steady result of erosion of new deals, we bring the American society steadily to the left. All right. And through a sound concept of benign containment, we merge into the vital center of the socialist left. Those are his words, not mine. All right, Donc, c'est ça. Toujours faire en sorte, ça se fait à travers le département de l'éducation et les médias. Ce qu'il vient juste de dire à la fin, là, de faire passer toujours la société américaine toujours plus à gauche. Tu sais, les fuckés que vous voyez, là, avec, je veux dire, tu sais, les woke, là, qui crient tout le temps, puis qui mettent le feu, puis qui sont violents, c'est pas... tu sais, par exemple... c'est pas la droite qui est violente. Là. Quand la droite n'était pas contente avec Dylan Mulvaney, le truc de Bud Light et les transgenres, ils ont boycotté la marque. Qu'est-ce que la gauche fait? Ils mettent le feu aux Tesla quand ils sont pas contents. OK? Donc, c'est toujours, évidemment, les gens de centre. C'est pas la droite, là, c'est les gens de centre, les gens raisonnables qui sont accusés d'être violents et extrémistes, alors que c'est réellement la gauche qui est extrémiste. Mais ce qu'il dit, finalement, c'est ça, c'est que... Et ça, c'était en 1980 qu'il y avait des personnes qui travaillaient partout, dans les médias, dans l'éducation, dans les entreprises. Rappelez-vous notamment ce qu'on appelle le capitalisme inclusif de la Rothschild, là. Caroline Rothschild, je pense que c'est ça. J'en ai parlé encore une fois dans les web-journaux. Tout cette espèce de déplacement de la
passe de la fenêtre d'Overton, de l'école jusqu'à l'entreprise, de l'ensemble de la société comme ça s'est discuté dans les groupes, au groupe Bilderberg, à la commission trilatérale, au Forum économique de Davos, etc. Et c'est ça, une transition graduelle de la société vers l'extrême gauche. Et là, aujourd'hui, tu dis quelque chose de totalement normal, centriste, puis tu passes pour un fou alors que ça a toujours été la position normale de l'humanité, tu sais, un papa, une maman, puis des enfants, etc. Tu t'es rendu raciste ou, je sais pas, comme extrémiste. Et donc, c'est ça. Ça a été un plan ourdi de longue date visant à déplacer la fenêtre d'Overton toujours plus à gauche. Et ça se passe par ce que je viens d'expliquer, la prise des think tanks qui poussent ça et la prise de contrôle, la prise en charge de la vie des gens par le gouvernement. Parce que c'est à travers le gouvernement que tu peux comme broyer puis mâcher du monde puis comme produire des produits finis, genre des gauchistes radicaux, là, puis faire en sorte que la petite secrétaire et puis le chef d'entreprise, le propriétaire de restaurant, finalement, il commence à penser comme tu veux, ben c'est ça. Et donc, c'est ça. Il y a un livre très intéressant qui explique en partie ça qu'encore une fois, j'avais déjà mentionné, qui s'appelle « None Dare Call It Conspiracy », avec une introduction du congressiste John J. Smith. Il y en a plusieurs. Ça, c'est un des livres. C'est un best-seller international avec plus de 5 millions de copies vendues. C'est un des best-sellers où certaines des affirmations qu'on a entendues là, de Larry McDonald, où certaines des affirmations sont documentées avec des citations, etc. Je l'ai à la maison et c'est très bien. Voilà. Donc, quand on dit, encore une fois, et je veux juste que les gens, encore une fois, fassent bien le parallèle entre ce qui a été dénoncé par le sénateur McCarthy, l'infiltration communiste, et aussi McCarthy qui a été finalement le procureur qui a fait condamner le couple Rosenberg pour avoir vendu les secrets nucléaires des États-Unis à l'URSS. Donc, encore une fois, dans les années 50, le couple Rosenberg, c'était au début des années 60, fin des années 50, le couple Rosenberg vend des secrets, transfère les secrets nucléaires américains à l'URSS et ils se font attraper. Et c'était McCarthy qui a procédé, qui était le procureur, avec son adjoint Roy Cohn, qui a été l'ami de Donald Trump et qui lui a enseigné tout ce qu'il devait savoir sur la purge contre les communistes. Le fait d'utiliser Roy Cohn, qui était excellent aussi pour utiliser la presse, même négative. Sa spécialité, c'était d'utiliser la presse négative à son avantage. Et Trump, sachant ce qu'ils avaient fait à Ron Paul en 2004, là, je vous ai expliqué que Ron Paul avait essayé de se présenter puis que les médias l'avaient fait disparaître, comme ce qu'ils font avec Maxime Bernier présentement. Mais Cohn a enseigné à Trump d'utiliser la presse négative, c'est-à-dire faire des déclarations ultra controversées pour que les médias se braquent sur toi, t'attaquent et puis finalement que tu aies l'attention et qu'ils ne puissent pas te faire disparaître. Ça vient de Roy Cohn et ça a fonctionné en 2016. Trump a dépensé pratiquement zéro en publicité. Il avait un budget, une équipe squelettique. Il y avait dans sa campagne en 2016, il y avait genre 5 ou 6 personnes qui étaient comme payées. Hillary Clinton, c'était des centaines de personnes qui étaient dans l'organisation. C'était peut-être même des milliers qui étaient payés dans l'organisation. Trump, il y avait 4-5 personnes. Au début de la campagne, il y avait 4-5 personnes et il a utilisé les stratégies de Roy Cohn de publicité négative. Roy Cohn qui connaissait McCarthy qui lui aussi utilisait la publicité négative. Je vais vous montrer les planches, là. Trump a tout reçu ça d'eux, l'a utilisé en 2016 et finalement, c'est ça, il est devenu, a battu les 16, il y avait 17 candidats, il a battu les 16 autres candidats, dont Jeb Bush et d'autres candidats, comment il s'appelle, là? Ted Cruz, etc. Des candidats, il y avait d'autres candidats qui étaient pressentis, était beaucoup plus pressenti que Donald Trump et il a utilisé à merveille cette stratégie-là de la presse négative, des déclarations controversées, etc. Parlez-en bien, parlez-en mal. Mais c'est ça, pour terminer là-dessus, tout ce que ces gens-là ont en commun, de McCarthy à JFK, en passant par Larry McDonald jusqu'à Donald Trump, c'est qu'ils ont compris le danger du communisme. Et Reagan aussi, hein? Et Trump s'inspire beaucoup de Reagan
tant pour la paix que pour la purge contre le communisme. Je me répète encore une fois. Mais c'est ça. Donc, l'élément conducteur, le fil conducteur de tous ces penseurs américains-là, c'est la pensée américaine classique de l'anticommunisme. L'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi est à l'intérieur. Et ce que Elon Musk fait présentement, c'est qu'il est en train de purger justement toute une partie, il est en train d'enlever les armes de l'État profond du mouvement révolutionnaire mondial. Là, quand tu contrôles des pans entiers du gouvernement, tu peux utiliser des pans pour attaquer Trump, tu peux faire bloquer des trucs, mais à partir du moment où tu as été castré, coupé, puis il ne reste plus rien, puis c'est un truc squelettique, bien, il y a de moins en moins de résistance pour pouvoir faire ce qui doit être fait, ce qui aurait dû être fait sous Reagan, ce qui aurait dû être fait sous JFK, etc., mais qui n'a jamais été fait. Et qu'on attend, le véritable assainissement du marais qu'on attend depuis longtemps. OK?